Imaginez-vous par un matin glacial de janvier, debout dans votre cuisine, vêtu de 3 couches de vêtements, regardant votre souffle former des nuages dans l'air. Votre chaudière est tombée en panne. Encore. Le technicien ne viendra que demain après-midi, et quand il arrivera, vous savez déjà ce qu'il va dire. L'échangeur de chaleur est corrodé. La carte électronique est défaillante, ou ça ne vaut tout simplement pas la peine de la réparer. Il vous en faudra une nouvelle. Cela ne fait que 12 ans depuis le dernier remplacement, mais vous voilà à devoir débourser 3 000 livres de plus pour un système qui, inévitablement, tombera de nouveau en panne dans une autre décennie. Maintenant, transportez-vous 2000 ans en arrière, dans des termes de la Rome antique. Des sols en pierre irradient une chaleur sous les pieds de citoyens de toutes les classes sociales. De la vapeur s'élèvent des bassins chauffés. L'air lui-même semble enveloppé d'une douce chaleur. Sous ces sols de marbre, un fourneau brûle en continu, entretenu par des esclaves qui alimentent les flammes avec des branches soigneusement sélectionnées. L'air chaud circule dans des espaces sous le sol et remonte par des conduits creux dans les murs, créant un système de chauffage si élégamment simple, si fondamentalement bien conçu, que certains exemplaires fonctionnent encore aujourd'hui, après 2 millénaires. Comment cette technologie ancienne, construite sans électricité, sans électronique, sans aucune de nos sophistications modernes, peut-elle survivre des siècles de plus que la chaudière complexe qui gît, inutile, dans votre sous-sol? Dans cette exploration, vous découvrirez les principes d'ingénierie extraordinaires qui ont permis au système de chauffage romain de fonctionner pendant des générations, alors que les chaudières modernes sont conçues pour tomber en panne en quelques années. Nous révélerons comment le système d'Hippocauste fonctionnait réellement, des flammes du préfurnium à l'air chaud montant dans les conduits muraux, et pourquoi sa conception passive le rendait presque indestructible. Bientôt, vous découvrirez la remarquable découverte du MIT, qui a finalement expliqué pourquoi le béton romain peut réparer ses propres fissures, une propriété qui a permis à ces structures de survivre à 2000 ans d'intempéries, de tremblements de terre et à l'effondrement de la civilisation qui les a construites. Vous découvrirez la vérité cachée derrière les pannes des chaudières modernes, les fragiles cerveaux électroniques qui coûtent 600 livres à remplacer, les échangeurs de chaleur délibérément conçus avec des matériaux qui se corrodent, et le système économique de l'obsolescence programmée qui garantit que votre appareil rendra l'âme juste au moment où vous aurez fini de le payer. Nous examinerons le coût humain du confort antique, les travailleurs esclaves qui ont rendu possible le luxe romain, et le contrasteront avec le coût environnemental de notre technologie jetable. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi des thermes en Algérie accueillent 700 000 visiteurs chaque année pour se baigner dans des eaux chauffées, par un système que les Romains ont construit avant la chute de leur empire, tandis que votre chauffage moderne, prétendument supérieur, tombe en panne avant même que votre prêt immobilier ne soit remboursé. Ce n'est pas seulement une histoire de système de chauffage, c'est une histoire de deux approches fondamentalement différentes de l'ingénierie. Construire pour durer, contre construire pour être remplacé. La question à laquelle nous devons faire face est inconfortable mais essentielle. Avons-nous troqué un véritable progrès contre l'illusion de l'avancement? La révolution de la technologie de chauffage romaine n'a pas commencé avec un grand projet impérial, mais avec les ambitions commerciales d'un entrepreneur astucieux nommé Sergius Orata, aux alentours de 80 avant Jésus-Christ. Inventeur et marchand, s'intéressant à l'ostréiculture et à l'immobilier de luxe, Orata comprit que les riches romains paieraient le prix fort pour des maisons équipées de sols chauffants, un confort auparavant disponible uniquement dans les lieux de sources chaudes naturelles. Ce qui rendit son innovation rentable ne fut pas seulement le confort qu'elle procurait, mais plutôt le statut social qu'elle conférait. Installer un système d'hypocauste dans sa villa annonçait à chaque visiteur que l'on possédait non seulement une richesse considérable, mais aussi la main-d'œuvre esclave nécessaire pour maintenir les fourneaux allumés pendant les mois froids. Pourtant, Orata n'a probablement pas inventé l'hypocauste à partir de rien. Des preuves archéologiques suggèrent que le temple d'Artémis à Éphèse aurait pu utiliser un chauffage par le sol similaire des siècles auparavant, et que les bains grecs avaient expérimenté diverses techniques de chauffage avant que les ingénieurs romains ne perfectionnent le système. Ce qu'Orata a accompli, c'est le perfectionnement
et la commercialisation d'un concept existant, le transformant d'une curiosité en un symbole de la prouesse de l'ingénierie romaine et du luxe impérial. Le mot lui-même révèle ses origines. Hypokauste dérive du grec hypo, qui signifie sous, et kaiéin, brûler. Au moment où l'architecte Vitruve documenta le système dans son traité de Architectura vers 15 avant Jésus-Christ, la technologie de l'hypocauste s'était répandue dans tout le monde romain, chauffant non seulement les villas de l'élite, mais aussi d'immenses thermes publics où les citoyens de toutes les classes pouvaient profiter du confort des sols chauds et des bassins chauffés. Examinons précisément comment cette technologie ancienne fonctionnait, car comprendre son élégante simplicité révèle pourquoi elle s'est avérée si durable. Le système commençait par le préfurnium, une chambre de chauffe généralement située à l'extérieur du bâtiment principal ou dans une pièce de service séparée. Là, des esclaves introduisaient un combustible soigneusement sélectionné dans les flammes, non pas les grosses bûches que vous pourriez imaginer, mais de petites branches et des brindilles de moins de 3 pouces de diamètre. Les bûches brûlaient trop lentement et ne pouvaient pas générer la chaleur intense et continue requise. L'air chaud et la fumée de ce fourneau n'entraient pas directement dans les espaces de vie. Au lieu de cela, ils s'écoulaient sous le sol de la pièce à chauffer, voyageant à travers un vide soigneusement conçu d'environ 2 pieds de haut. Cet espace était soutenu par des pilettes, ou pilae, des empilements de tuiles carrées d'environ 8 pouces de côté, espacés d'1 pied et demi à 2 pieds d'axe en axe, créant une forêt de petits piliers sous vos pieds. Au-dessus de ces pilettes, les constructeurs romains édifiaient ce qu'ils appelaient la suspensura, le sol suspendu. Ce n'était pas un simple revêtement, mais plutôt une structure composite sophistiquée. La couche inférieure était constituée de grandes tuiles appelées bipédales, sur lesquelles les ouvriers étalaient une épaisse couche de mortier imperméable. Au-dessus venait une autre couche de mortier plus mince, et enfin la surface visible du sol, peut-être une mosaïque de pierres colorées, des dalles de marbre importées ou des carreaux décoratifs de fabrication locale. L'épaisseur totale de ce sol suspendu atteignait 30 à 50 cm, créant une masse thermique considérable qui absorbait la chaleur de l'air circulant en dessous et l'irradiait vers le haut dans la pièce pendant des heures après que le feu ait diminué. Mais les ingénieurs romains ne se sont pas arrêtés au sol chauffant. Ils avaient y compris que chauffer les murs rendrait tout l'espace confortable et créerait le flux d'air nécessaire pour empêcher les gaz dangereux de s'accumuler sous le sol. Pour ce faire, ils encastrèrent des briques creuses ou des tubes d'argile appelés tubuli dans les murs, créant des canaux verticaux qui reliaient l'espace de l'hypocauste en dessous à des évents dans le toit. Lorsque l'air chaud sous le sol se réchauffait, il montait naturellement à travers ces canaux muraux, dans une élégante application de la convection qui ne nécessitait aucune pompe, aucun ventilateur, aucun système mécanique, quel qu'il soit. Cet air chaud, ascendant, créait un léger vide dans l'espace de l'hypocauste, ce qui aspirait plus d'air chaud et de fumée du fourneau, tout en attirant simultanément de l'air plus frais dans le fourneau lui-même, entretenant la combustion et créant un cycle autorégulé. Les murs eux-mêmes devenaient des radiateurs, leur masse de pierre absorbant la chaleur de l'air passant à travers les tubuli et la libérant progressivement dans la pièce. Les pièces, situées le plus près du fourneau, recevaient naturellement l'air le plus chaud et devenaient les caldaria, les bains chauds, tandis que les pièces plus éloignées servaient de tepidaria, espaces tièdes, et de frigidaria, bassins d'eau froide. La régulation de la température ne nécessitait aucun thermostat ni commande numérique, seulement le jugement d'ouvriers expérimentés qui apprenaient à ajuster l'intensité du feu en ajoutant plus ou moins de combustible, en ouvrant ou fermant des évents et en dirigeant le flux d'air vers des zones spécifiques. Le système mettait un temps considérable à chauffer, ce qui signifiait qu'une fois allumés pour la saison, les feux brûlaient généralement en continu tout l'hiver. La masse thermique de la structure maintenant la chaleur même, lorsque les flammes étaient temporairement réduites. Considérez l'échelle à laquelle les ingénieurs romains ont déployé cette technologie dans les thermes de Caracalla, initiée par l'empereur Septime Sévère vers 206 après Jésus-Christ et achevée entre 212 et 216 après Jésus-Christ, sous le règne de son fils Caracalla. Cet immense complexe public nécessitait environ 50 fourneaux souterrains,
logés dans des galeries de service en berceau, si larges que des charrettes tirées par des chevaux pouvaient y circuler facilement, transportant les 10 tonnes de bois consommées chaque jour pour maintenir les thermes à température. L'air chaud de ces fourneaux circulait à travers de vastes espaces d'hypocauste, chauffant simultanément les sols de multiples salles de bain, chacune maintenue précisément à la bonne température pour sa fonction. En se promenant dans ces ruines aujourd'hui, on peut encore descendre dans les couloirs de service souterrains et voir l'échelle massive de l'opération, les pierres noircies, là où les fourneaux ont brûlé pendant plus d'un siècle, le réseau de canaux qui distribuait la chaleur dans toute la structure, la sophistication de l'ingénierie requise pour concevoir un tel système sans modélisation informatique ni calcul thermodynamique est stupéfiante. Pourtant, les Romains l'ont construit et il a fonctionné, offrant un confort quotidien à des milliers de baigneurs pendant des générations. La question qui intrigue les ingénieurs modernes n'est pas seulement qu'ils aient construit de tels systèmes, mais que ces systèmes soient restés fonctionnels si longtemps, avec rien de plus qu'un nettoyage périodique et le remplacement occasionnel de tuiles endommagées. Pour comprendre l'extraordinaire durabilité des systèmes de chauffage romains, nous devons regarder au-delà de la conception de l'hypocauste elle-même et examiner les matériaux avec lesquels ils étaient construits, en particulier le béton qui liait le tout. Pendant des siècles, les ingénieurs modernes se sont émerveillés de la longévité des structures en béton romain. L'immense dôme non armé du Panthéon, construit en 128 de notre ère, reste la plus grande structure de ce type au monde et ne montre aucun signe de détérioration. Les aqueducs romains transportent encore de l'eau vers des villes en Italie. Des structures marines, construites il y a 2000 ans, restent intactes, malgré les assauts constants des vagues de l'océan. Alors que le béton moderne en eau de mer commence à s'éroder après seulement 50 ans. Les scientifiques supposaient que les Romains possédaient simplement des matériaux naturels de qualité supérieure, en particulier la cendre volcanique appelée pouzzolane, qu'ils incorporaient dans leur mélange de béton. Mais cette explication n'a jamais pleinement satisfait les chercheurs, car les tentatives de reproduire le béton romain en utilisant des matériaux et des proportions similaires n'ont jamais tout à fait atteint la même durabilité remarquable. La percée a eu lieu en janvier 2023, lorsqu'une équipe dirigée par Admir Mazik du département de génie civil et environnemental du MIT a publié des résultats dans Science Advance qui ont résolu le mystère. Pendant des années, les scientifiques avaient remarqué de petites particules minérales blanches, appelées clastes de chaux, dans des échantillons de béton romain, et l'hypothèse dominante était qu'elles représentaient des défaillances de contrôle qualité. La preuve que les ouvriers romains avaient insuffisamment mélangé leur béton ou utilisé des matériaux impurs. Mazik et sa collègue Linda Seymour ont décidé d'étudier plus attentivement ces prétendus défauts. Et ce qu'ils ont découvert a révolutionné notre compréhension de l'ingénierie romaine. Les clastes de chaux n'étaient pas du tout des défauts. Ils étaient la clé de la longévité du béton. Les Romains utilisaient une technique appelée mélange à chaux, dans laquelle ils ajoutaient de la chaux vive, de l'oxyde de calcium très réactif, directement à leur mélange de béton plutôt que de l'éteindre au préalable avec de l'eau, comme le font les producteurs de béton modernes. Ce processus de mélange à chaud générait des températures élevées qui permettaient des réactions chimiques impossibles avec de la chaux éteinte, réduisait considérablement les temps de durcissement et de prise, et plus remarquable encore, créait une architecture nanoparticulaire fragile à l'intérieur des clastes de chaux, qui agissaient comme des réservoirs de calcium réactif. C'est ici qu'émerge la propriété d'autoréparation. Lorsque des fissures se formaient inévitablement dans les structures en béton romain, que ce soit à cause du tassement, de l'activité sismique ou du stress thermique, l'eau s'infiltrait à travers les fissures et atteignait ces clastes de chaux. Le calcium se dissolvait dans l'eau, puis recristallisait sous forme de carbonate de calcium, remplissant efficacement la fissure avec une nouvelle croissance minérale. Le processus ne consistait pas simplement à remplir l'espace comme les produits d'étanchéité modernes. Le carbonate de calcium se liait chimiquement au matériau pouzzolanique du béton, renforçant ainsi le matériau composite autour de la réparation. Pour tester ce mécanisme, l'équipe du MIT a délibérément fissuré des échantillons de béton de style romain, qu'ils avaient créés en utilisant la technique du mélange à chaud,
puis à observer ce qui se passait. En 2 semaines, les fissures s'étaient complètement refermées. Le béton retrouvant son intégrité structurelle sans aucune intervention extérieure. Imaginez un matériau de construction moderne capable de réparer de lui-même les dommages causés par un tremblement de terre, qui deviendrait plus fort plutôt que plus faible en vieillissant. C'est ce que les ingénieurs romains ont créé, bien que presque certainement, sans comprendre pleinement les mécanismes chimiques qui le rendaient possible. La composition du béton apportait des avantages supplémentaires. La pouzzolane, cette cendre volcanique que les Romains incorporaient au mélange, pouvait être transportée à travers le vaste empire, ce qui témoigne de la grande valeur qu'ils accordaient à ce matériau particulier. Lorsque le béton romain était exposé à l'eau de mer, des réactions chimiques créaient un cristal rare appelé tobermorite alumineuse, qui formait des structures imbriquées, renforçant la solidité et la durabilité du béton au fil du temps. Cela signifie que les structures marines romaines devenaient en fait plus solides en vieillissant, exactement le contraire du comportement du béton moderne. Le dôme du Panthéon a survécu à près de 2000 ans d'intempéries, au stress thermique des étés chauds et des hivers froids de Rome, et aux charges structurelles imposées par son propre poids, et pourtant aucune fissure importante n'a compromis son intégrité. Certains aqueducs romains, construits il y a 2 millénaires, fonctionnent encore, acheminent toujours de l'eau vers des villes modernes, et démontrent encore une capacité de charge égale ou supérieure aux exigences modernes. Quand on compare cela au ciment Portland moderne, qui peut commencer à se détériorer en quelques décennies, surtout dans des environnements difficiles, l'exploit des Romains devient encore plus impressionnant. Ils n'avaient pas d'armature en acier, pas de science des matériaux détaillés, pas d'analyse de contraintes par ordinateur, et pourtant, ils ont créé des structures qui ont survécu à pratiquement tout ce qui a été construit au cours des 2000 années suivantes. Les principes d'ingénierie derrière cette longévité s'étendaient au-delà des seuls matériaux. Les Romains construisaient leurs structures massives en compression, utilisant des arcs et des voûtes qui répartissaient le poids efficacement et évitaient les contraintes de traction qui font fissurer le béton moderne. Sans barres d'armature en acier, le béton romain n'a jamais été confronté aux problèmes de corrosion qui affectent le béton armé moderne, où les barres d'armature rouillées se dilatent et fracturent le béton de l'intérieur. Il sélectionnait des matériaux de haute qualité et ne faisait aucun compromis sur les normes de construction pour réduire les coûts. Plus fondamentalement, il construisait avec un but, concevant des structures destinées à servir non seulement la génération actuelle, mais aussi les enfants de leurs enfants. La structure des incitations économiques était entièrement différente de la nôtre. Un Romain fortuné, qui commandait des termes, voulait qu'il témoigne de sa générosité pendant des siècles, rehaussant la réputation de sa famille longtemps après sa mort. Il n'y avait pas de concept d'obsolescence programmée, pas de rapport de résultats trimestriels, pressant les ingénieurs de concevoir des produits qui auraient besoin d'être remplacés. La fierté et la réputation des constructeurs dépendaient de la durabilité. Le savoir-faire comptait, car tout le monde saurait qui avait construit une structure qui s'effondrait prématurément. Ce contexte social et économique a façonné les décisions d'ingénierie d'une manière que nous avons largement abandonnée dans notre économie moderne. Pourtant, avant de romantiser trop complètement la technologie de chauffage romaine, nous devons affronter la vérité dérangeante sur ceux qui la faisaient fonctionner. L'ingénierie élégante et le béton autoréparant ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque sol chauffé, chaque bain chaud, chaque villa confortable, se trouvaient des êtres humains asservis, travaillant dans la chaleur et la fumée pour maintenir le confort des autres. Le système d'Hippocauste exigeait une attention constante, et cette attention avait un coût humain terrible. Quelqu'un devait ratisser les cendres de la chambre du fourneau à l'aide d'outils à longs manches, pendant que le feu brûlait encore, travaillant dans une chaleur intense qui devait être presque insupportable dans des espaces clos. Quelqu'un devait trier les réserves de combustible, ne sélectionnant que les petites branches et brindilles qui brûlaient assez fort, rejetant les bûches qui se consumaient trop lentement. Quelqu'un devait surveiller la température de plusieurs pièces, ajustant le flux d'air en ouvrant ou fermant des évents,
ajoutant plus de combustible quand les pièces se refroidissaient, couvrant les feux quand les températures montaient trop haut. Quelqu'un devait pelleter les cendres accumulées avant qu'elles n'étouffent le feu, une tâche qui devait être effectuée constamment pendant le fonctionnement. Ce n'étaient pas de simples tâches non qualifiées. Faire fonctionner un grand système d'hypocauste de manière efficace exigeait une expertise et une expérience en ingénierie. Des esclaves dotés de connaissances techniques supervisaient les fourneaux, dirigeant d'autres ouvriers dans leurs tâches, prenant des décisions à chaque instant sur le combustible et le flux d'air. Ils surveillaient les performances du système, identifiaient les problèmes avant qu'ils ne deviennent des pannes, et entretenaient l'infrastructure saison après saison. Une grande villa pouvait nécessiter plusieurs esclaves dédiés uniquement aux opérations de chauffage pendant les mois d'hiver. Les immenses thermes publics, comme ceux de Caracalla, avaient besoin d'équipes de dizaines de personnes travaillant dans les couloirs de services souterrains, coordonnant leurs efforts pour maintenir différentes zones de température et assurer un chauffage de l'eau adéquate. Les exigences physiques étaient intenses. Travailler sur des fourneaux, atteignant les températures nécessaires pour chauffer de grandes structures en pierre par convection indirecte, signifiait travailler dans des conditions brutales pendant des heures d'affilée. La consommation saisonnière de combustible pour un grand hypocauste pouvait atteindre 5 à 8 tonnes de bois ou de charbon de bois équivalent, tout cela devant être transporté, stocké, préparé et introduit dans les fourneaux par le travail humain. Ce système était coûteux à exploiter précisément parce qu'il était si gourmand en main-d'œuvre. Seules les villas riches et les bains publics pouvaient se permettre les coûts de fonctionnement continu. La hiérarchie sociale devenait visible dans le chauffage lui-même, le confort pour l'élite acheté par le labeur des esclaves. Les bains publics démocratisaient partiellement l'accès à cette technologie, permettant aux citoyens de toutes les classes de profiter d'installations chauffées qu'ils ne pourraient jamais se permettre dans des maisons privées. Mais même là, le plaisir des baigneurs dépendait entièrement du travail invisible qui se déroulait dans les zones de service souterraines. Le coût humain du confort antique est quelque chose que les admirateurs modernes de l'ingénierie romaine oublient souvent en louant l'élégante simplicité des systèmes d'hypocauste. Nous voyons le génie du chauffage passif, la durabilité des matériaux, la sophistication de la conception. Nous devons aussi voir l'esclave préposé au fourneau, le visage noirci de suie, les poumons marqués par l'inhalation de fumée, travaillant tout l'hiver pour fournir une chaleur dont il n'a probablement jamais pleinement profité lui-même. Ce coût humain explique pourquoi l'automatisation moderne a émergé en premier lieu. Le but était d'éliminer le travail dangereux et dégradant que le confort antique exigeait. Mais en atteignant cet objectif, nous avons créé de nouveaux problèmes. Des problèmes qui se révèlent lorsque nous examinons la technologie de chauffage moderne. Votre chaudière moderne promet la libération du travail manuel. Appuyez sur un bouton, réglez un thermostat, et la chaleur instantanée arrive sans avoir à entretenir des feux ou à pelleter des cendres. L'ingénierie est sophistiquée, voire élégante à sa manière. Une chaudière moderne typique chauffe de l'eau en brûlant du gaz naturel dans une chambre de combustion, transférant cette chaleur via un échangeur de chaleur à l'eau qui circule dans vos radiateurs ou fournit de l'eau chaude pour les robinets. Les chaudières à condensation, désormais la norme dans de nombreux pays, récupèrent la chaleur supplémentaire des gaz d'échappement, augmentant l'efficacité à des niveaux que les ingénieurs romains n'auraient pu imaginer. Les chaudières mixtes combinent les fonctions de chauffage et d'eau chaude dans une seule unité compacte. Les chaudières système fonctionnent avec des ballons d'eau chaude séparés. La variété des configurations permet une personnalisation pour différentes maisons et besoins. Les fabricants prédisent avec confiance que ces systèmes dureront de 15 à 20 ans, certains prétendant même plus longtemps, avec un entretien approprié. Pourtant, la réalité raconte une autre histoire. La plupart des chaudières modernes tombent en panne au bout de 10 à 15 ans, beaucoup plus tôt. Les données britanniques suggèrent qu'elles devraient durer 22 ans, mais les fabricants eux-mêmes ne prévoient que 10 à 15 ans. Les compagnies d'assurance, qui ont de fortes incitations financières à comprendre les taux de défaillance, fixent le prix de leur police en se basant sur l'attente de problèmes bien avant la fin de la durée de vie annoncée. Pourquoi cet écart entre la promesse
et la performance. La réponse réside dans le cerveau électronique qui contrôle chaque chaudière moderne. La carte de circuit imprimée, connue dans l'industrie sous le nom de PCB. C'est le centre de commande où tous les composants électriques se rencontrent, où les capteurs rapportent des informations, où les décisions sont prises sur le moment d'allumer le brûleur, de faire circuler l'eau, de s'arrêter pour des raisons de sécurité. La carte électronique est également le composant unique le plus cher de votre chaudière, coûtant généralement 5 à 600 livres à remplacer. Et c'est la cause la plus fréquente de panne complète de la chaudière. Comprendre pourquoi les cartes électroniques tombent en panne révèle tout sur la fragilité de la technologie de chauffage moderne. Premièrement, considérez les joints de soudure endommagés. Chaque composant électronique est soudé sur la carte de circuit, créant des connexions électriques qui doivent rester intactes à travers des milliers de cycles de chauffage et de refroidissement. Au fil des années de fonctionnement, l'usure provoque la détérioration de ces joints de soudure, l'affaiblissement des connexions, et finalement leur rupture complète. Lorsqu'une connexion critique échoue, la carte électronique ne peut plus contrôler la chaudière, même si les composants physiques, le brûleur, la pompe, l'échangeur de chaleur, peuvent être parfaitement fonctionnels. Deuxièmement, les dégâts des eaux. Les chaudières contiennent de l'eau par définition, et les pompes peuvent fuir, les échangeurs de chaleur peuvent développer des fuites microscopiques, et la condensation peut s'accumuler dans des endroits inattendus. Lorsque l'eau atteint la carte électronique, elle provoque des courts-circuits, corrode le câblage, crée des points chauds qui affaiblissent les connexions, et finalement rend la carte inutilisable. Même des fuites mineures, qui ne semblent pas graves, peuvent détruire une carte électronique avec le temps. Troisièmement, les vibrations inhérentes au fonctionnement de la chaudière desserrent lentement les connexions. Les pompes vibrent, le débit d'eau crée des fluctuations de pression. Le fonctionnement même de l'unité érode progressivement l'intégrité des connexions soudées, provoquant la fissuration des fils et le détachement des composants. Quatrièmement, la simple détérioration due à l'âge. Une décennie de cycles de chauffage, de dilatation et de contraction thermique rend les circuits, les joints de soudure et les connecteurs fragiles et cassants. La carte électronique qui était robuste à l'état neuf devient délicate et sujette aux pannes avec l'âge. Cinquièmement, les défaillances de composants individuels. Les condensateurs tombent en panne, les résistances grillent, les transistors cessent de fonctionner. N'importe laquelle de ces défaillances de composants peut rendre toute la carte électronique inutile, même si la grande majorité des composants restent fonctionnels. Vous ne pouvez pas simplement remplacer le condensateur défaillant, car il est soudé dans une carte de circuit complexe, et son remplacement nécessite un équipement et une expertise spécialisée qui coûtent plus cher qu'une nouvelle carte. Sixièmement, la compromission de l'isolation. L'humidité dans le coffret de la chaudière peut compromettre l'isolation du câblage et des composants, augmentant le risque de panne électrique. Lorsque la carte électronique tombe en panne, votre chaudière ne démarre pas, ou elle s'arrête de manière inattendue, ou elle rend l'âme complètement sans avertissement le matin le plus froid de l'hiver. Les chaudières modernes dépendent de plus en plus d'une électronique sophistiquée. Des capteurs qui surveillent la température de l'eau, des pressostats qui détectent les débits, des thermostats avec affichage numérique, des commandes programmables qui gèrent les horaires de chauffage, et des systèmes de diagnostic qui affichent des codes d'erreur. Chacune de ces fonctionnalités exige que la carte électronique fonctionne parfaitement. Le système implique des centaines, voire des milliers de composants travaillant ensemble dans une coordination précise. Lorsqu'une seule résistance montée en surface tombe en panne, un composant si petit que vous pourriez à peine le voir sans loupe, votre merveille moderne et coûteuse se transforme en un bloc de métal inerte. Comparez cela à un hypocauste romain, qui ne contenait exactement aucun composant électronique, aucune carte de circuit imprimée, aucun point de défaillance électronique. Les seuls composants qui pouvaient se casser étaient les tuiles soutenant le sol, qui pouvaient être remplacés individuellement, et les joints de mortier qui pouvaient être rejointoyés. Tout le reste était passif. Pierre, béton, argile, des matériaux qui ne se souciaient pas des dégâts des eaux, des surtensions électriques, des vibrations ou du vieillissement des composants.
Le système romain avait moins d'une douzaine de points de défaillance potentiels, tous facilement réparables avec des compétences de base en maçonnerie. Votre chaudière moderne a des milliers de points de défaillance potentiels, dont beaucoup nécessitent un équipement de diagnostic spécialisé, ne serait-ce que pour les identifier. Mais la carte électronique n'est pas le seul talon d'Achille dans la conception des chaudières modernes. L'échangeur de chaleur, le composant essentiel qui transfère la chaleur de la flamme à l'eau, fait face à son propre ensemble de mécanismes de défaillance. Généralement construit en acier inoxydable ou en aluminium, l'échangeur de chaleur fonctionne dans des conditions difficiles. L'eau le traverse en continu. Le métal subit un cycle thermique constant entre le chaud et le froid. Et les chaudières à condensation modernes produisent délibérément un condensat acide pour l'efficacité, ce qui attaque la surface métallique. Examinons systématiquement ces mécanismes de défaillance. La corrosion se produit lorsque la surface métallique est exposée à un condensat acide ou à une chimie de l'eau déséquilibrée. Ironiquement, la caractéristique de conception même, qui rend les chaudières modernes efficaces, le processus de condensation qui capte la chaleur des gaz d'échappement, crée des conditions acides qui accélèrent la détérioration du métal. Au fil des années de fonctionnement, cette corrosion amincit le métal, crée des points faibles et finit par produire des fuites. Le cyclage thermique cause ses propres problèmes. Chaque fois que votre chaudière s'allume puis s'éteint, le métal de l'échangeur de chaleur se dilate en chauffant et se contracte en refroidissant. Cette expansion et contraction constante créent une fatigue du métal, en particulier au niveau des joints et des soudures. Une corrosion par piqûre localisée se développe au point de contrainte, et avec le temps, ces piqûres peuvent perforer complètement le métal. Les régions où l'eau est dure sont confrontées à des défis supplémentaires liés à l'accumulation de calcaire. Les minéraux présents dans l'eau précipitent lorsqu'ils sont chauffés, s'accumulant sur les surfaces internes de l'échangeur de chaleur. Ce tartre agit comme un isolant, réduisant l'efficacité du transfert de chaleur et forçant la chaudière à travailler plus dur pour atteindre la même température. L'accumulation provoque des blocages qui restreignent le débit d'eau, augmente la contrainte sur la pompe et peut provoquer une surchauffe de l'eau, déclenchant des arrêts de sécurité. Le thermistor détecte la surchauffe et verrouille la chaudière, même si le problème fondamental est simplement des dépôts minéraux. La boue de chauffage central, un mélange de particules de rouille et de sédiments qui s'accumulent dans le système de chauffage, corrode l'échangeur de chaleur lorsqu'elle y circule. Une chimie de l'eau déséquilibrée, un pH incorrect ou de l'oxygène dissous, accélère tous ces processus de détérioration. L'échangeur de chaleur est particulièrement vulnérable car l'eau le traverse en continu, l'exposant à une attaque chimique bien plus que d'autres composants. Lorsqu'un échangeur de chaleur tombe en panne, les coûts de réparation atteignent 400 à 600 livres pour les pièces seules, plus la main-d'œuvre. L'aspect économique rend souvent le remplacement injustifiable. Si votre chaudière a 10 ans et a besoin d'un nouvel échangeur de chaleur, dépensez 600 livres pour les pièces et la main-d'œuvre sur une unité qui ne durera peut-être que 5 ans de plus est moins judicieux financièrement que d'installer une nouvelle chaudière avec une garantie. Comparez cela au système de chauffage romain, où les matériaux en contact avec la chaleur étaient la pierre et le béton, des matériaux qui ne se corrodent pas, ne réagissent pas chimiquement avec l'eau ou l'air, et ne subissent pas de fatigue du métal. Les Romains comprenaient de la dilatation thermique, et en tenaient compte dans leur technique de construction, laissant des joints de dilatation aux endroits appropriés. Mais les sols et les murs en pierre qui constituaient les surfaces de transfert de chaleur ne subissaient pas le cyclage thermique violent qui stresse les échangeurs de chaleur métalliques modernes. Les températures étaient plus basses, le chauffage plus progressif, la masse thermique si grande que les variations de température étaient douces plutôt que brusques. Les systèmes romains chauffaient lentement et restaient chauds en continu tout l'hiver, évitant les cycles de contraintes répétés qui affectent les chaudières modernes. Il n'y avait pas de problème de pH, pas de condensat acide, pas de problème de calcaire, pas de rouille se formant à l'intérieur des canaux de distribution de chaleur. Les matériaux ne réagissaient tout simplement pas de manière à provoquer une dégradation. Après 2000 ans
de nombreux hypocaustes romains restent structurellement sains, les pilettes toujours debout, la suspensura toujours intacte, les conduits muraux toujours ouverts. Avec un entretien de base, ces systèmes pourraient être rallumés aujourd'hui et fonctionneraient. Aucune chaudière moderne ne peut en dire autant sur sa durée de vie. Cela nous amène à une question inconfortable que les fabricants préféreraient, que nous ne posions pas. Les chaudières modernes sont-elles conçues pour tomber en panne ? Le concept s'appelle l'obsolescence programmée, la pratique de concevoir délibérément des produits avec une durée de vie artificiellement limitée pour assurer des ventes continues. Pour comprendre si cela s'applique aux chaudières, examinons les preuves historiques. Les appareils construits dans les années 1970 duraient couramment de 30 à 50 ans. Les réfrigérateurs, les machines à laver, les chauffe-eau achetés par vos grands-parents restaient fonctionnels pendant des décennies, ne nécessitant souvent que des réparations mineures. Les appareils d'aujourd'hui tombent en panne beaucoup plus tôt, généralement en 10 à 15 ans, souvent juste après l'expiration des garanties. L'ingénierie est devenue plus sophistiquée, notre science des matériaux a progressé, nos capacités de fabrication se sont améliorées. Et pourtant les produits que nous construisons ne durent pas aussi longtemps que ceux produits il y a 50 ans. Comment est-ce possible, à moins que la durabilité n'ait été délibérément sacrifiée ? Les facteurs contributifs révèlent un schéma systématique. La complexité de la conception offre plus d'opportunités de défaillance. Chaque fonctionnalité supplémentaire, chaque capteur, chaque option de contrôle, chaque composant intégré ajoute un autre point de défaillance potentiel. L'électronique sophistiquée est intrinsèquement plus sujette aux pannes que les commandes mécaniques simples, et pourtant les appareils modernes reposent de plus en plus sur des systèmes électroniques, alors que des alternatives mécaniques seraient d'un plus robuste. Le piège de la réparation est particulièrement insidieux. Les chaudières modernes ont des composants soudés sur des cartes de circuits imprimées, de sorte que le remplacement d'une seule pièce défaillante nécessite le remplacement d'un ensemble coûteux. Un condensateur d'une valeur de 50 pence nécessite l'achat d'une carte de circuit imprimée de 5 à 600 livres, car le condensateur ne peut pas être remplacé indépendamment. Les fabricants rendent les pièces de rechange indisponibles après seulement 3 à 5 ans, garantissant que les unités plus anciennes deviennent impossibles ou non rentables à réparer, quel que soit leur état physique. Cela force les achats de remplacement, même lorsque le problème est mineur et facilement réparable d'un point de vue technique. L'économie est délibérément structurée pour rendre la réparation plus chère que le remplacement. Lorsque l'échangeur de chaleur tombe en panne dans une chaudière de 10 ans et que le coût de remplacement approche la moitié du prix d'une nouvelle unité avec une garantie, la décision rationnelle est le remplacement. Les fabricants profitent de ce cycle. La vente de nouvelles unités génère beaucoup plus de revenus que le soutien des anciennes avec des pièces de rechange. La structure des incitations encourage la conception de produits qui devront être remplacés plutôt que de produits qui dureront. Des matériaux moins chers contribuent à des durées de vie plus courtes. Les pressions sur les coûts de fabrication conduisent à des choix de composants qui privilégient l'accessibilité initiale par rapport à la durabilité à long terme. Les échangeurs de chaleur en aluminium qui tombent en panne après une décennie coûtent moins cher à fabriquer que les versions en acier inoxydable qui pourraient durer 2 fois plus longtemps. Les cartes de circuit imprimées avec des joints de soudure de qualité marginale sont moins chères que les cartes construites selon les normes aérospatiales. Les pompes avec des turbines en plastique coûtent moins cher que les composants en bronze. Chaque décision d'économie réduit la durée de vie. Mais le consommateur ne s'en rend pas compte en comparant les prix au moment de l'achat. Vous voyez la différence de coût initial, pas la différence de coût sur la durée de vie. L'impact environnemental est stupéfiant. Les petits et grands appareils électroménagers constituent ensemble la plus grande catégorie de déchets électroniques au monde, représentant près de la moitié de tous les déchets électroniques générés à l'échelle mondiale. Le stress physique accélère les pannes d'une manière qui révèle de mauvais choix de conception. Les chaudières modernes subissent un cyclage thermique constant, chauffant et refroidissant de manière répétée tout au long de chaque journée et de chaque saison. Chaque cycle provoque la dilatation et la contraction des composants métalliques, créant de la fatigue dans la tuyauterie et les joints. Au fil des ans, ces cycles affaiblissent les joints, stressent les soudures et propagent les fissures. Le problème est particulièrement grave dans les chaudières surdimensionnées, qui souffrent de cycles courts
Elles s'allument pour de brèves périodes, puis s'éteignent à plusieurs reprises parce qu'elles chauffent l'espace trop rapidement. Ces cycles courts créent une usure inutile, bien plus dure pour l'unité qu'un fonctionnement stable. Pourtant, le dimensionnement correct des chaudières nécessite des calculs de déperdition de chaleur minutieux, qui sont souvent ignorés pour gagner du temps lors de l'installation. L'unité que vous installez peut être condamnée à une durée de vie raccourcie, simplement parce que l'installateur n'a pas pris la peine de la dimensionner correctement pour votre maison. Les systèmes de chauffage romains évitaient cela entièrement. Une fois qu'un hypocauste était allumé pour la saison, il brûlait de manière stable, maintenant une température relativement constante sans cyclage. L'énorme masse thermique signifiait que les changements de température étaient progressifs et doux. Il n'y avait pas de cycle de chauffage et de refroidissement rapide, pas de choc thermique, pas de stress dû à la dilatation et à la contraction. Le système qui mettait des heures à chauffer, mettait des heures à refroidir, amortissant les variations de température qui détruisent les équipements modernes. Le tapis roulant de la maintenance fournit la dernière pièce du puzzle de l'obsolescence programmée. Les chaudières modernes nécessitent un entretien professionnel annuel, à des coûts allant de 75 à 150 livres au Royaume-Uni. Le service typique comprend le nettoyage de l'unité, le détartrage de l'échangeur de chaleur, la vérification des fuites et des faibles niveaux d'eau, et la réalisation de réparations mineures. Mais le service n'inclut explicitement pas les pièces de rechange sur commande ou les pannes de composants majeurs, qui apparaissent comme des frais supplémentaires. Le temps requis varie de 30 à 90 minutes selon le type et l'état de la chaudière. Des services supplémentaires accumulent quand même des coûts au-delà du service annuel de base, y compris le nettoyage en profondeur et le rinçage du système qui peuvent ajouter des centaines de livres de plus. Ce ne sont pas des dépenses facultatives. Un entretien approprié prolonge manifestement la durée de vie de la chaudière. Une unité bien entretenue peut atteindre 15 à 20 ans de fonctionnement, tandis qu'une sans service annuel ne dure en moyenne que 10 ans. L'entretien annuel réduit la fréquence des pannes par un facteur de 5. Pourtant, même avec un entretien parfait, le système finira par tomber en panne, vaincu par l'obsolescence des composants, les pannes électroniques ou simplement la détérioration liée à l'âge que l'entretien peut ralentir, mais pas empêcher. Le système romain exigeait un travail manuel continu, bien plus d'efforts humains, que les propriétaires modernes ne pourraient ou ne devraient fournir. Mais ce travail n'impliquait aucun contrat de service, aucune pièce de rechange, aucune obsolescence des composants, aucune panne électronique. Le système a duré des siècles, avec rien de plus qu'un entretien de maçonnerie de base, pour réparer les fissures occasionnelles dans le mortier, ou remplacer les tuiles endommagées. Pendant ce temps, quelque part en Algérie, 700 000 personnes visitent chaque année Hammam et Salihin, un bain romain qui fonctionne en continu depuis 2000 ans en utilisant le système de chauffage que les Romains ont construit. Les coûts opérationnels sont minimes, du bois de chauffage et un entretien de base. Il n'y a pas de carte de circuit imprimée à remplacer, pas d'échangeur de chaleur à détartrer, pas de contrat de service annuel. Le système fonctionne parce qu'il a été construit pour fonctionner, de manière permanente, en utilisant des principes qui ne dépendent pas de composants, avec des durées de vie conçues. Ces approches contrastées reflètent des philosophies d'ingénierie fondamentalement différentes qui méritent un examen attentif. L'approche romaine était centrée sur le travail avec les forces naturelles plutôt que de lutter contre elles. Pensez à leurs aqueducs alimentés par la gravité, qui transportaient l'eau sur des centaines de kilomètres sans une seule pompe, reposant entièrement sur des différences d'altitude soigneusement calculées et une ingénierie hydraulique élégante. L'eau coulait parce que les Romains comprenaient la gravité et construisaient des canaux avec des pentes précisément contrôlées. Leur chauffage par hypocauste utilisait la convection, la tendance naturelle de l'air chaud à monter, créant des schémas de circulation qui ne nécessitaient ni ventilateur ni moteur. L'air chaud, ascendant, aspirait de l'air plus frais dans le fourneau, entretenant la combustion et distribuant la chaleur automatiquement. La masse thermique se chargeait de la régulation de la température, avec d'énormes sols et murs en pierre modérant naturellement les variations de température.
Les structures en compression, en particulier les arcs et les voûtes, répartissaient le poids naturellement le long de la courbe, permettant aux Romains de construire des espaces massifs, avec de la pierre, qui a une excellente résistance à la compression, mais une faible résistance à la traction. Ce n'étaient pas des technologies sophistiquées, au sens moderne du terme. C'étaient des applications de phénomènes naturels, observés, exploités grâce à une conception intelligente. La philosophie derrière cette approche soutenait que la compréhension de la nature et la conception de systèmes pour l'exploiter naturellement produiraient des solutions qui continueraient à fonctionner longtemps après la mort des constructeurs. Aucun apport d'énergie active n'était requis au-delà du feu initial. Il n'y avait pas de moteur, pas d'électronique, pas de pompe, pas de capteur, pas de système de contrôle. La question d'ingénierie n'était jamais comment pouvons-nous forcer cela à fonctionner, mais plutôt comment pouvons-nous arranger les choses pour que la nature fasse le travail à notre place. Cette philosophie a produit des structures qui ne nécessitaient aucun soutien technologique continu. Lorsque l'Empire romain s'est effondré, lorsque les connaissances et l'expertise des ingénieurs romains ont été perdues, lorsque les chaînes d'approvisionnement sophistiquées qui reliaient l'Empire se sont désintégrées, les aqueducs ont continué à couler. La gravité n'a pas cessé de fonctionner parce que la civilisation est tombée. Les arcs en compression n'ont pas oublié comment répartir le poids. Les systèmes ont continué à fonctionner parce qu'ils étaient passifs, parce qu'ils fonctionnaient avec des principes physiques fondamentaux qui ne changent pas. Le modèle économique reflétait cette philosophie. Des coûts initiaux élevés en matériaux et en main-d'œuvre qualifiée achetaient des siècles de services. Les coûts continus étaient principalement la main-d'œuvre esclave pour les opérations de chauffage, un coût humain brutal, mais pas une exigence de maintenance technologique. Lorsque nous excavons des ruines romaines aujourd'hui, nous trouvons des systèmes de chauffage qui pourraient potentiellement être remis en service 2000 ans après leur construction. Notre approche moderne suit une philosophie complètement différente, le contrôle technologique sur les forces naturelles. Nous pompons l'eau plutôt que de laisser la gravité la déplacer. Nous utilisons des ventilateurs et des soufflantes pour forcer la circulation de l'air plutôt que de nous fier à la convection. Nous employons des capteurs électroniques et des commandes informatiques pour réguler les températures, plutôt que d'utiliser la masse thermique et la régulation passive. Les systèmes actifs dominent l'ingénierie moderne, car ils offrent précision, réactivité et la capacité de supplanter les schémas naturels. Votre thermostat peut faire passer votre maison du froid au chaud en quelques minutes, plutôt qu'en heures. Vous pouvez chauffer une pièce, tout en laissant les autres fraîches. Vous pouvez programmer différentes températures pour différents moments de la journée. Ces capacités nécessitent des systèmes actifs, avec un apport continu d'énergie électrique, alimentant de multiples sous-systèmes, systèmes d'allumage, pompes de circulation, capteurs de température, électronique de contrôle, arrêts de sécurité et interfaces utilisateurs. Chaque sous-système ajoute de la complexité et crée des points de défaillance potentiels. Plus le système est sophistiqué, plus les composants doivent fonctionner parfaitement ensemble, et plus il y a d'opportunités que quelque chose tourne mal. La philosophie qui sous-tend l'ingénierie moderne semble souvent être que les problèmes peuvent être résolus en ajoutant plus de technologie. Si les chaudières ne sont pas assez efficaces, ajoutez la technologie de la condensation avec des échangeurs de chaleur supplémentaires et une gestion des condensats. Si les utilisateurs veulent un meilleur contrôle, ajoutez des thermostats programmables avec connectivité Internet. Si les systèmes ont besoin de diagnostic, ajoutez des capteurs et des affichages de codes d'erreur. Chaque ajout apporte des avantages, de véritables améliorations de performance ou de commodité. Mais chacun augmente également la complexité et ajoute des composants qui finiront par tomber en panne. Le modèle économique privilégie des coûts initiaux plus bas, ce qui rend les produits accessibles à plus de consommateurs, mais nécessite des coûts continus élevés pour l'entretien, l'énergie et le remplacement éventuel. Une chaudière moderne peut coûter 2000 livres installées, bien moins que l'investissement équivalent à l'époque romaine si l'on ajuste les coûts de main-d'œuvre et l'échelle économique. Mais sur sa durée de vie de 10 à 15 ans, vous dépenserez des milliers de plus en entretien annuel, en réparation et finalement en remplacement. Le coût total de possession sur votre vie
en remplaçant le système 5 ou 6 fois, peut dépasser le coût d'un hypocauste romain, qui aurait fonctionné pendant des siècles. Le paradoxe de la sophistication émerge clairement. Une technologie plus avancée produit des durées de vie fonctionnelles plus courtes. La technologie romaine sans pièces mobiles, sans électronique, sans matériaux sophistiqués, a fonctionné pendant des siècles. La technologie moderne, avec une ingénierie de précision, une science des matériaux avancés, des commandes informatiques et des optimisations d'efficacité tombe en panne en une décennie. Le piège de la complexité explique une grande partie de cela. Chaque amélioration ajoute des composants qui peuvent tomber en panne. Une meilleure efficacité nécessite la technologie de la condensation, qui crée des conditions acides qui corrodent les échangeurs de chaleur. Un meilleur contrôle nécessite des cartes de circuit imprimées qui peuvent être détruites par des dégâts des eaux ou une défaillance de composants. De meilleurs diagnostics nécessitent des capteurs qui peuvent mal fonctionner. Les améliorations sont réelles, mais elles coûtent en fiabilité. Nous avons troqué la durabilité contre la capacité, la longévité contre les fonctionnalités. Puis nous avons caché ce compromis derrière des garanties qui expirent juste avant que les problèmes n'émergent. La question que nous devons nous poser honnêtement est de savoir si nous nous sommes suringéniés dans l'échec programmé, si la complexité que nous avons ajoutée nous sert ou sert le système économique qui profite des achats de remplacement. La réponse à cette question est plus importante que jamais, car les coûts environnementaux et économiques de notre technologie jetable deviennent impossibles à ignorer. Mais de manière encourageante, les ingénieurs modernes commencent à apprendre de la sagesse ancienne, redécouvrant des principes que les constructeurs romains comprenaient instinctivement. La recherche du MIT sur le béton romain a suscité une enquête sérieuse sur le développement de béton moderne, autoréparant pour les applications d'infrastructures. Imaginez des ponts qui réparent leurs propres fissures de contrainte, des tunnels qui maintiennent leur intégrité structurelle pendant des siècles, des structures marines qui se renforcent plutôt que de s'affaiblir avec l'âge. La même technique de mélange à chaud qui a créé des réservoirs de clastes de chaux dans le béton romain peut être adaptée pour les formulations modernes, révolutionnant potentiellement la durabilité de la construction. Les ingénieurs en construction marine étudiaient les techniques romaines de construction dans l'eau, examinant comment des structures construites il y a 2000 ans restent intactes dans des environnements océaniques difficiles, alors que leurs homologues modernes se détériorent en quelques décennies. La renaissance des systèmes passifs dans la conception des bâtiments représente peut-être l'application la plus directe des principes romains. Les systèmes de chauffage par le sol moderne emploient le même concept fondamental que les hypocaustes. Utiliser le sol comme un grand radiateur à basse température qui fournit une chaleur confortable par rayonnement plutôt que par air pulsé. Les systèmes de plancher radiants contemporains utilisent soit des câbles chauffants électriques, soit des tuyaux hydrauliques transportant de l'eau chaude, mais le principe reste inchangé depuis l'époque romaine. Vous chauffez la surface, où les gens marchent, en utilisant la masse thermique pour uniformiser les variations de température, en vous appuyant sur le rayonnement et la convection douce plutôt que sur la circulation d'air forcé. Les architectes de bâtiments écologiques redécouvrent la masse thermique comme une stratégie de contrôle climatique passif. Des murs et des sols épais en pierre ou en béton absorbent l'excès de chaleur pendant les périodes chaudes et le libèrent pendant les périodes fraîches, tamponnant les températures intérieures sans chauffage ni refroidissement actif. C'est précisément ce que les constructeurs romains ont réalisé avec leur construction massive en pierre. Les outils de calcul modernes permettent aux architectes d'optimiser ces effets d'une manière que les Romains ne pouvaient pas, en calculant les quantités et l'emplacement idéaux de la masse thermique pour des climats et des conceptions de bâtiments spécifiques. Les structures en compression continuent de fasciner les architectes qui étudient les voûtes et les arcs romains, cherchant à comprendre comment ces formes peuvent créer des toits de grande portée avec un minimum de matériaux. Certains architectes contemporains incorporent des voûtes et des dômes en maçonnerie non armée dans des bâtiments modernes, utilisant des versions actualisées des techniques de construction romaines pour obtenir à la fois durabilité et effet architectural. Le mouvement écologiste a commencé à remettre sérieusement en question l'obsolescence programmée, reconnaissant que l'efficacité supposée des appareils modernes n'a aucun sens si l'impact environnemental total de la fabrication, de l'expédition et de l'élimination de plusieurs unités de remplacement dépasse l'impact d'un système moins efficace, mais beaucoup plus durable.
Les outils d'analyse du cycle de vie calculent désormais le véritable coût environnemental des produits, y compris leur durée de vie prévue et leur fréquence de remplacement. Selon cette mesure, de nombreuses technologies anciennes se révèlent plus durables que les alternatives modernes. L'équation environnementale révèle des vérités inconfortables sur nos modes de consommation. Chaque remplacement de chaudière commence par l'extraction de matières premières, l'extraction de minerais de fer pour l'acier, de bauxite pour l'aluminium, d'éléments de terre rares pour les composants électroniques. Ces matériaux doivent être raffinés à l'aide de processus à forte intensité énergétique, puis fabriqués en composants, assemblés en unités complètes, emballés et transportés vers les détaillants ou les installateurs. Votre ancienne chaudière, dépouillée de ses métaux recyclables, contribue aux montagnes de déchets électroniques qui s'accumulent dans le monde. Les appareils électroménagers représentent plus de la moitié des déchets électroniques mondiaux, dont une grande partie contient des substances toxiques qui s'infiltrent dans le sol et les eaux souterraines lorsqu'elles sont mal éliminées. Les éléments de terre rares dans les commandes électroniques nécessitent des pratiques minières destructrices, souvent dans des pays avec une réglementation environnementale minimale. Les chaînes d'approvisionnement pour ces matériaux s'étendent sur des continents, chaque segment ajoutant des émissions liées au transport. La production d'aluminium reste l'un des processus industriels les plus énergivores. La fabrication de l'acier rejette de vastes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Tous ces coûts environnementaux se répètent tous les 10 à 15 ans parce que nous avons conçu des systèmes qui doivent être remplacés plutôt que réparés. Comparez cela à la construction romaine, qui utilisait principalement des matériaux locaux. La pierre, l'argile pour les briques et les tuiles, la chaux pour le béton, tout provenait de sources relativement proches du site de construction. La pouzzolane volcanique était expédiée à travers l'Empire, mais une seule expédition servait à une construction qui durerait des siècles. Une fois construite, les structures romaines ne généraient aucun flux de déchets continu car elles ne nécessitaient pas de remplacement. Lorsque des composants avaient occasionnellement besoin d'être réparés, des matériaux locaux et des techniques de maçonnerie traditionnelles suffisaient. Le système était fondamentalement durable d'une manière que notre approche moderne n'est pas. Le paradoxe de l'efficacité devient clair. Les chaudières modernes brûlaient de moins de combustible pendant leur fonctionnement, atteignant une efficacité de 95% ou plus, comparée à l'efficacité thermique estimée des Romains de 30 à 35%. Mais cette efficacité opérationnelle est contrebalancée par la nécessité d'un remplacement fréquent. Sur un siècle de service, vaut-il mieux faire fonctionner un système inefficace en continu ou un système efficace qui doit être fabriqué, installé et éliminé 6 ou 7 fois? L'analyse du cycle de vie favorise souvent le système durable. L'économie des consommateurs révèle des schémas similaires. Remplacez votre chaudière tous les 15 ans, à des prix de plus en plus élevés à mesure que la technologie devient plus sophistiquée, représente un coût substantiel sur toute une vie. 5 ou 6 remplacements au cours d'une vie, chacun coûtant de 3 à 5 000 livres pour l'équipement et l'installation, totalisent 20 à 30 000 livres ou plus. Les contrats d'entretien annuels ajoutent 200 à 500 livres supplémentaires par an, s'accumulant à 12 à 30 000 livres sur une période de 40 ans de possession d'une maison. Les coûts totaux du système de chauffage sur une vie peuvent facilement dépasser 40 000 livres, une grande partie allant aux achats de remplacement plutôt qu'à vos besoins réels de chauffage. Pendant ce temps, un Romain qui commandait une installation d'hypocauste payait des coûts initiaux substantiels, mais pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le système lui survive, serve ses enfants et petits-enfants, reste fonctionnel pendant des générations. Le gaspillage économique dans notre système est stupéfiant. Nous n'achetons pas de la chaleur. Nous achetons des opportunités répétées d'acheter des systèmes de chauffage. Le modèle économique profite aux fabricants, aux installateurs et aux entreprises de maintenance, tout en extrayant la richesse des propriétaires, qui n'ont pas d'alternative, car le chauffage n'est pas facultatif dans les climats froids. Le choix qui s'offre à nous est de savoir si nous continuons ce schéma ou si nous exigeons des produits construits pour durer, si nous acceptons l'obsolescence programmée ou si nous insistons sur la durabilité.
Cela nous ramène à la question avec laquelle nous avons commencé, debout, dans une cuisine froide, un matin d'hiver, frustré par une autre panne de chaudière, se demandant comment une technologie ancienne pouvait survivre à l'ingénierie moderne. Le paradoxe que nous avons exploré n'est pas vraiment un paradoxe. Les systèmes de chauffage romains ont survécu des millénaires parce qu'ils étaient conçus pour survivre, construits avec des matériaux durables, basés sur des principes passifs, conçus avec la longévité comme objectif principal. Les chaudières modernes tombent en panne en quelques années, parce qu'elles sont conçues pour tomber en panne, construites avec l'obsolescence programmée, dépendantes d'une électronique complexe, conçues avec des cycles de remplacement comme une exigence économique. Les deux systèmes fournissent la même fonction fondamentale: chauffer des espaces pour le confort humain. Les approches diffèrent radicalement et les résultats reflètent en ces différences. Les systèmes romains exigeaient un travail humain continu, les esclaves entretenant les fourneaux et gérant le combustible, un coût brutal que nous avons à juste titre dépassé. Les systèmes modernes exigent un soutien technologique continu, les techniciens spécialisés, les contrats d'entretien annuels, les achats de remplacement, un coût environnemental et économique que nous commençons seulement à reconnaître comme insoutenable. Aucun des deux systèmes n'est parfait. L'approche romaine dépendait de l'esclavage, une injustice qui entache toute admiration que nous pourrions ressentir pour leur réalisation technique. Nous ne pouvons et ne devons pas revenir à un modèle qui achète le confort par la souffrance humaine. Mais nous pouvons apprendre de leurs principes d'ingénierie. La durabilité plutôt que le jetable, les systèmes passifs plutôt que les systèmes actifs complexes, le travail avec les forces naturelles plutôt que l'exigence d'une intervention technologique constante, la construction pour durer des générations plutôt que des trimestres. L'approche moderne a éliminé le besoin de travail humain dans les systèmes de chauffage, un progrès réel et important. L'automatisation a libéré les gens d'un travail dangereux et dégradant. Mais nous avons remplacé une forme d'insoutenabilité par une autre, troquant le coût humain contre le coût environnemental. Et nous avons structuré des incitations économiques qui garantissent que les produits tomberont en panne de manière prévisible et répétée. Le progrès devrait signifier que nous conservons les avantages de l'automatisation, tout en récupérant les principes de durabilité que nous avons abandonnés. Nous possédons une science des matériaux bien meilleure que celle que les ingénieurs romains n'ont jamais imaginée, des outils de calcul qui peuvent optimiser les conceptions au-delà de leur capacité, une précision de fabrication qu'ils n'auraient pas pu atteindre. Pourtant, nous construisons des choses qui tombent en panne plus rapidement que les structures qu'ils ont créées avec des outils primitifs et des techniques anciennes. L'ironie est inéluctable. Nous avons une technologie supérieure, des connaissances plus grandes, de meilleures ressources, et nous produisons des résultats inférieurs. L'explication n'est pas technique. Elle est économique. Nous avons créé des systèmes qui profitent de l'échec plutôt que de la durabilité, qui récompensent le remplacement plutôt que la réparation, qui externalisent les coûts environnementaux tout en maximisant les rendements à court terme. La technologie pour construire des systèmes de chauffage durables existe. Le béton autoréparant est prouvé. Les principes de chauffage passif sont bien compris. Des matériaux durables sont disponibles. Des conceptions modulaires permettant le remplacement des composants existent. Ce qui manque, ce n'est pas la capacité, c'est l'incitation économique. Quand on regarde la situation avec des yeux modernes, avec une conscience du changement climatique, de l'épuisement des ressources et des limites environnementales, la voie à suivre devient claire. Nous avons besoin de systèmes de chauffage conçus avec les mêmes principes de longévité que les Romains employaient, combinés à l'efficacité et à l'automatisation moderne. Nous avons besoin de modèles économiques qui récompensent la durabilité et pénalisent l'obsolescence programmée. Nous avons besoin de réglementations exigeant des normes de durée de vie minimale et des exigences de disponibilité des pièces. Nous avons besoin de consommateurs exigeant des produits construits pour durer et refusant d'accepter des durées de vie artificielles. Nous avons besoin d'ingénieurs libérés de la pression de concevoir pour le remplacement et habilités à concevoir pour la permanence. Quelques signes encourageants suggèrent que ce changement commence. Le mouvement du droit à la réparation a gagné du terrain politique,
avec des lois obligeant les fabricants à rendre disponibles les informations de réparation et les pièces de rechange. Les normes de construction écologique valorisent de plus en plus l'impact environnemental sur le cycle de vie par rapport au code d'efficacité initial. Certaines entreprises expérimentent des modèles de produits en tant que service, où elles conservent la propriété, et ont donc des incitations à la durabilité plutôt qu'au remplacement. La recherche sur les matériaux autoréparants se poursuit, promettant des techniques de construction qui dureront des siècles. Les normes de maisons passives et les mouvements similaires promeuvent des conceptions de bâtiments qui minimisent les exigences des systèmes actifs. Ces développements offrent l'espoir que nous pourrions être en train d'apprendre, lentement, les leçons que les ingénieurs romains auraient pu nous enseigner si nous y avions prêté attention. La sagesse ancienne, combinée à la capacité moderne, pourrait produire une technologie véritablement durable. Imaginez des systèmes de chauffage conçus pour des durées de vie de 50 ans, construits avec des matériaux durables, basés principalement sur des principes passifs, utilisant des commandes actives uniquement lorsque c'est nécessaire, construits avec des composants modulaires qui peuvent être individuellement réparés ou mis à niveau. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une philosophie d'ingénierie, un choix de priorité et de valeur. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers 2000 ans de technologie de chauffage, des hypocaustes romains aux chaudières modernes, du béton autoréparant à l'obsolescence programmée. Nous avons découvert que les Romains ont atteint une longévité remarquable, non pas grâce à une technologie supérieure, mais grâce à des principes supérieurs. Travailler avec les forces naturelles, construire avec des matériaux durables, concevoir pour des générations plutôt que pour des trimestres. Nous avons découvert les raisons cachées derrière les pannes des chaudières modernes, une électronique complexe avec d'innombrables points de défaillance, des échangeurs de chaleur stressés par le cyclage thermique et les conditions acides, des systèmes économiques qui profitent du remplacement plutôt que de la durabilité. Nous avons examiné le coût environnemental de notre technologie jetable et le gaspillage économique des achats de remplacement répétés. Nous avons vu que le progrès n'est pas inévitable, qu'une technologie plus avancée ne produit pas automatiquement de meilleurs résultats, et que parfois les solutions les plus anciennes contiennent une sagesse dont nous avons désespérément besoin de nous souvenir. La prochaine fois que votre chaudière tombera en panne, et que vous ferez face à un autre remplacement coûteux, souvenez-vous que quelque part, en Algérie, des familles se baignent dans des eaux chauffées par un système que les Romains ont construit il y a 2000 ans, avant la chute de l'Empire, avant le début du Moyen Âge, avant que la technologie moderne n'existe. Demandez-vous pourquoi cet ancien système fonctionne encore, alors que le vôtre est de nouveau tombé en panne. Qu'en pensez-vous ? Devrions-nous exiger des produits construits pour durer, ou l'obsolescence programmée est-elle simplement le prix du progrès ? Pouvons-nous combiner les principes de durabilité anciens avec les capacités modernes, ou sommes-nous piégés dans des systèmes économiques qui exigent la consommation et le gaspillage ? Avez-vous connu la frustration d'appareils qui tombent en panne juste après l'expiration de la garantie ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais connaître votre point de vue sur la question de savoir si nous progressons ou si nous courons simplement plus vite sur un tapis roulant de consommation. Si vous avez apprécié cette exploration sur les raisons pour lesquelles l'ingénierie ancienne a survécu à la technologie moderne, je serais ravi que vous mettiez un j'aime à cette vidéo et que vous vous abonniez pour plus d'enquêtes sur la façon dont les leçons de l'histoire peuvent éclairer nos défis actuels. Parfois, regarder en arrière révèle le chemin à suivre. Parfois, les solutions les plus anciennes sont celles dont nous avons le plus besoin de nous souvenir.